Une histoire un peu folle. On avait un petit garage familial, puis là, on manquait d'espace pour que mon frère puisse faire l'ébénisterie. Donc, mon père, qui travaillait dans une usine, m'a dit à moi et mes frères, il dit, on vient d'avoir une nouvelle machine à découpe au laser, puis le crate de tout ça, c'est tellement de bois qu'on pourrait construire un garage. Puis là, moi et mes frères, on s'est regardés, on n'avait pas d'argent. Donc, on s'est dit, crime, on va aller chercher le bois. Fait que de nuit, on a défait le crate, on a pris toutes les beams, on avait une vieille Dodge Caravan, puis on se promenait avec ça la nuit parce que la porte ouverte, ça traîne par terre. Ça n'a aucun sens, c'est comme une histoire de fou. 5-6 km à faire quand même. Puis on arrivait, puis là, on a tout mis ça là, puis on a fini par faire un garage. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Mon nom c'est Olivier Paré et je suis heureux de vous présenter notre nouvel invité pour cet épisode du côté sombre des affaires où est-ce qu'on va découvrir des histoires d'entrepreneurs inspirants, mais surtout le côté sombre, donc les histoires moins sexy, les erreurs, les échecs et qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour s'inspirer et aider toute la communauté entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un tout nouveau membre du club privé qui a bâti son nom dans le domaine créatif. Donc, il y a une entreprise qui a plus d'une cinquantaine d'employés. Il est manufacturier, il aide en fait toutes les entreprises qui sont dans des domaines créatifs à réaliser des projets un peu plus complexes ou sophistiqués. Il est en affaires avec ses frères depuis tout près de 15 ans et aujourd'hui, il est un leader dans son domaine. Donc, Michael Jacques, bienvenue parmi nous, mon cher. Merci beaucoup, Olivier. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. Merci. Parle-moi de ta business un peu. Tu es dans une industrie qui est quand même assez nichée. Ouais. Tu touches un paquet de clients. Puis, ce que tu me disais, c'est que tu aides, dans le fond, à réaliser des projets un peu plus complexes. Parle-nous un peu de qu'est-ce que vous faites dans votre business. Ouais, c'est pas très... c'est pas une industrie ou un domaine qui est très connu, je pense, du grand public. Là. Non, exactement. Puis, c'est niché. Donc, quand on parle dans les industries créatives, les gens comprennent c'est quoi un fabricant pour ce domaine-là. Ouais. Mais quand on parle à monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Donc, exact. Le domaine qu'on c'est on fabrique les idées des créateurs. Donc, on est des partenaires techniques de fabrication sur mesure dans les domaines créatifs et architecturaux. Donc, on peut aider autant en construction quand quelqu'un veut des éléments sur mesure pour du revêtement extérieur d'un stade, par exemple. Okay. Ou un stade de football, un stade de baseball. Exactement. Okay. Ou un lustre sur mesure avec 1300 lumières dedans, puis il a besoin de faire 60 pieds par 40 pieds pour un lobby d'hôtel, mettons. OK, je comprends. Ce genre de choses-là. OK, fait que c'est des projets créatifs où ils ont une idée en tête ou du moins ils veulent faire de quoi de wow et là vous arrivez avec des concepts. Non, c'est eux qui arrivent avec leur concept. OK, puis le concept est fait. Puis nous, ce qu'on fait, c'est on le rend faisable. Puis on le fait, en fait. OK, super. Donc, puis tu le fais jusqu'à la livraison du produit. Ouais. C'est pas juste le 3D, les prototypes et tout ça. Non, exact. On a des soudeurs, des ébénistes, des gars d'électronique. On fait de la mécanique pour... des fois, il y a des choses en mouvement. Puis, on fait l'installation sur place partout au travers le monde aussi. Très cool. Puis tu as des gros clients quand même. Je sais pas s'il y a des noms que tu peux dire, mais tu as travaillé quand même des grandes entreprises, puis... mettons les Hydro-Québec de ce monde, les casinos en France, on travaille avec Moment Factory, on travaille avec Sidley, ce genre de clients-là. Cirque du Soleil, je pense. Cirque du Soleil aussi, oui. Vous avez contribué... On a fait plusieurs contrats avec eux, Ah ouais, OK, très cool. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? C'est... Parce que tu es comptable à la base. Exactement, je suis comptable. C'est un peu différent du volet créatif quand même. Oui, mais c'est de l'entrepreneuriat. Tout à fait. À la base, c'est le cousin à mon père qui était en train de refaire l'expérience immersive du casino de Charlevoix. Okay. Son fabricant l'avait lâché.
Puis il savait que mon frère était ingénieur, mon père soudeur, puis que mon autre frère avait une petite shop d'ébénisterie. OK. Donc il a contacté mon frère ingénieur, il a envoyé les plans, il a demandé tu peux-tu me dépanner puis le faire avec ton père. On a vraiment besoin de ça, on est dans le trou. Ouais. Mon frère, pour lui, c'était rien. Là. C'était comme super facile de réaliser ça. Donc il a fait les plans, mon père il s'est acheté une soudeuse. Puis, on a fait ça, tu sais, je les ai aidés. Fait que j'ai aidé manuellement là, à fabriquer le lustre pendant les soirs, les fins de semaine. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de plaisir autour d'une bière en famille, tu sais. OK. Donc, suite à ça, on s'est dit que les clients étaient super contents. On a eu beaucoup de succès, tu sais, dans ce projet-là. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas juste répéter l'expérience si jamais ça revient à nous. Donc, on a dit, rappelle-nous si tu as d'autres projets. Puis, notre nom a commencé à circuler, tu sais, d'un designer à l'autre, d'un studio de création à l'autre. Puis, organiquement, pendant 1 an ou 2, on a fait ça dans le garage familial. C'était ça le départ, parce qu'on n'avait pas vraiment ce plan d'entreprise-là. OK. Puis, est-ce que tu étais comptable, genre, à ce moment-là, ou tu avais un autre job ou un autre projet? Chez Ernst Young. OK. À Montréal. À ce moment-là, OK. Puis, gros bureau, grosse job. Ouais, exactement. Là, la vie de centre-ville en habit. Puis, c'était très le fun. J'ai bien aimé ce milieu-là. Mais en même temps, moi, j'avais soif d'être entrepreneur. Okay. J'avais fait mon bac en comptabilité pour comprendre la mécanique d'une entreprise. Finances, puis, Exactement. Fait que là, j'ai décidé de me partir avec Jack World, mais aussi j'avais acheté un restaurant en même temps. En même temps? La même année qu'on a parti de Jack World. Okay. Fait que là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Là. Wow. Comment ça a été de lâcher la grosse job pour se partir à son compte? Puis comment la transition s'est faite? Super facile pour moi. Ouais. C'était naturel, c'est ce que je voulais. J'avais une sécurité avec l'aventure dans le restaurant. Puis avec Jack World, on bâtissait quelque chose de nouveau part-time. Oui, c'est ça. Puis ton père, as-tu été impliqué dans le business longtemps? Il n'a pas été impliqué dans l'entreprise. Il a travaillé avec nous jusqu'à tout récemment. Okay. Il vient de prendre sa retraite. Donc, fait qu'il n'était pas dans l'actionnariat ou dans les décisions nécessairement? Non, c'est ça. Mon père, il est soudeur de formation. Il fait de la découpe numérique au laser. Il travaillait pour une entreprise. Puis, il y a 8 ans environ, il est venu à temps plein pour nous comme commissionnaire, installateur de certains produits. OK. Fait que là, il vient tout juste de prendre sa retraite. Ah, c'est cool. Puis là, tu travailles avec tes 2 frères, right? Ouais, de 3. Exactement. OK. Ouais. Fait que tu as un ingénieur. Ouais. Puis ton autre frère. Ébéniste. Il est ébéniste. Ouais. Puis toi, tu es plus responsable de la gestion, développement, administration. Exact, c'est ça. La vision à long terme, toute la croissance, essayer de maintenir les grandes relations, de résoudre les problèmes un peu plus compliqués. Ouais. C'est ça que je fais. Ouais. Nice. Puis, raconte-nous comment vous avez trouvé le nom Jack World, parce que c'est quand même un nom, on dirait qu'il reste en tête, c'est un beau nom. Ouais, comment ça s'est trouvé, ce nom-là? C'est un coup de chance un peu, parce qu'on réfléchissait à ça. Okay. On était dans la boîte du pick-up après un projet, il doit être 3 heures du matin, une petite bière, puis là, on venait de finir de travailler, puis là, on se disait, OK, comment qu'on pourrait appeler ça, ce projet-là, tu sais? C'était pas une entreprise encore. Non, là. exactement. Vous aviez eu une couple de clients, c'est tout? Ça, puis on roulait sur l'enregistrement d'ébénisterie de mon frère. Okay. Il passait dans cette entreprise-là, ces projets-là. Ouais. Puis là, on s'est dit, il faudrait qu'on s'incorpore, les 3 boys ensemble, puis qu'on fasse de quoi de plus sérieux. Puis là, on brainstormait, puis on est les frères Jacques. Fait qu'on s'est dit, le monde des Jacques, ce serait cool, tu sais. Puis là, l'histoire dit pas c'est qui, mais je pense que c'est moi qui a dit. Puis d'après moi, si tes 2 frères étaient là, ils diraient. Ils pensent tous que c'est eux. OK, c'est ça. Fait que là, en fait, l'univers collectif a dit Jack World. Puis là, on a fait comme, wow, c'est parfait. Wow. Fait que, puis ça a résonné. Puis un autre petit bout à notre nom, c'est évidemment le fils de la langue française n'aimait pas ça. Donc, il a fallu rajouter un mot français devant. Puis, j'étais au téléphone en train de travailler au restaurant, puis il m'appelle, puis là, il me dit « OK, il faut que tu changes tes affaires. » Là, je dis « on va appeler ça le consortium Jack World. » Mais le consortium Jack World, ça a l'air de rien, là, mais quand que tu pars de zéro, puis t'appelles quelque part, puis tu dis ça, les gens t'écoutent.
Puis tu sais pas pourquoi, mais ils font comme, oh, une construction de Jacquard, d'accord. Ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux. Ça a pas l'air d'être 3 gars avec un pick-up. Là. Exact, dans un garage familial. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu as commencé vraiment dans le petit garage familial. Ouais, le petit garage qu'on a construit d'ailleurs, de nos mains. Une histoire un peu folle. On avait un petit garage familial, puis là, on manquait d'espace pour que mon frère puisse faire l'ébénisterie. Donc, mon père, qui travaillait dans une usine, m'a dit à moi et mes frères, on vient d'avoir une nouvelle machine à découpe au laser, puis le crate de tout ça, c'est tellement de bois qu'on pourrait construire un garage. Puis là, moi et mes frères, on s'est regardés, on n'avait pas d'argent. Donc, on s'est dit, crime, on va aller chercher le bois. Fait que de nuit, on a défait le crate, on a pris toutes les beams, on avait une vieille Dodge Caravan, puis on se promenait avec ça la nuit parce que la porte ouverte, ça traîne par terre. Ça n'a aucun sens. C'est comme une histoire de fou. 5-6 km à faire quand même. Puis on arrivait, puis là, on a tout mis ça là, puis on a fini par faire un garage. Wow. Puis c'est là où vous avez commencé à faire vos assemblages. Ouais, puis, exactement. Ouais. Wow. Puis, avant ça, on a fait une petite business de pneus. Là. Quand j'étais plus jeune, on faisait les pneus pour les voisins. 3 ensemble? 2. OK. Ouais, moi puis mon frère du milieu. On faisait un service de pneus pour vendre des pneus usagés. Ça a été comme un des premiers projets d'entreprise. Ah ouais, très cool. Puis, au travers de toute cette histoire-là, aujourd'hui, je pense que tu fais de la business dans quand même pas mal de pays. Tes employés sont tous ici au Québec. Ouais. Entreprise de service, right? Fait que c'est des mandats de consultation ou des mandats X. Parce qu'il y a un fees, puis à partir de là, tu pars à la production. C'est ça. Puis tu vas installer tout ça. Fait que modèle d'affaires quand même simple à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a simple à comprendre ne veut pas dire simple à réaliser. Ouais, d'après ça, moi, le sur-mesure. D'après moi, ça doit amener énormément de complexité. Ouais, la seule chose qu'on a réussi à standardiser dans notre entreprise, c'est le processus. Ouais. Donc, c'est ça qui fait notre force. Là, on est capable du début de la soumission à la fin. Là. Exact. Fait que, au final, il y a toujours de la coupe de métal, il y a toujours de la soudure, il y a toujours de l'ébénisterie, il y a toujours de la finition. Donc, ça, c'est standardisé, mais c'est jamais la même chose que les gens travaillent dessus. Oui. Je me trompe-tu ou c'est un modèle d'affaires qui est assez qui a dû être assez complexe au début pour pricer? Vu tu sais que c'est tellement tout le temps différent, est-ce que je me trompe ou au début, vous deviez vous casser la tête sur combien qu'on facture, combien que ça va coûter, il y a plein d'impondérables. Oui, mais c'était terrible en fait. dans le sens que... Ça c'était un de tes plus gros casse-têtes dans le business? Au début, oui. Là. Ça a vraiment été, tu fais tes classes, puis des fois, tu vas faire 300% de profit, puis des fois, tu faisais moins 200. Fait que ça ressemblait à ça nos premières années. J'imagine. Hein? Fait que, mais à un certain point, on a eu du data, puis on a été capable de benchmarker. Là. OK. Puis, maintenant, comme tu à l'aise à partager un peu comment vous pricez, pas en termes de dollars, mais c'est quoi votre méthode pour pricer quelque chose qu'il y a un paquet d'impondérables? Oui, mais tu sais, c'est que mon frère ingénieur, c'est lui qui fait le pricing là-dessus. Avec mon autre frère, d'ailleurs, les deux sont en estimation maintenant. OK. Puis, lui, il est vraiment bon pour savoir comment on va le fabriquer. Okay. Donc, il peut déjà se dire combien de matériel j'aurai besoin. Fait que, tu sais, on est vraiment rendu précis. Là, OK, ça va être tel matériel. Des fois, on parle à l'ingénieur. Ça va-tu passer dans cette épaisseur-là, par exemple? Puis, tu sais, après ça, il y a l'électronique, la programmation, puis tout ça. Fait que... Ça change moins en cours de route qu'au début, j'imagine. Au début, vous deviez changer justement de stratégie ou de matériel en traitant. Ouais, mais tu sais, ça change tout le temps. Pour vrai, il n'y a rien qui est pareil au niveau de la conception du départ, mais le fini est pareil comme sur le dessin. Oh, oui, exact. Fait que c'est ça. Pour CIRAM, ça change. Oui, exactement. Fait que, puis c'est un partenariat avec les clients, là, dans le sens que ils viennent pas acheter un sac de chips chez nous, c'est une expertise. Puis il faut qu'on se parle. Eux, ils ont la direction artistique. Nous, on a la direction technique, puis il faut que ça se suive. Oui, je comprends. Cool. Puis, au travers de toutes ces années-là, 15 ans en affaires? 15 ans, oui. 15 ans. T'as-tu une période qui a été vraiment plus difficile dans le business? Ben, j'en ai plein. Laquelle t'a marqué le plus, disons? Mais je te dirais que c'est un peu... mais tu sais, mettons si je fais un historique, tu as les débuts où tu travailles 20 heures par jour, tout le temps, 7 jours sur 7. J'avais 2 business, c'était comme complètement fou. Ça a duré combien de temps, cette période-là, pour toi? Ça a duré presque 10 ans. Presque 10 ans? Ouais, 7-8 ans, là, 8 ans, ouais. Puis pas de grosse paye, travaille comme un malade, puis...
pas de paye au Jack World avant 7 ans de travail. T'es-tu sérieux? Ouais, très sérieux. Pendant 7 ans, tu t'es pas sorti de paye? Ni moi ni mes frères. Parce que... À travailler comme des fous. Oui, mais on croyait au projet. On n'avait pas besoin de s'endetter pour on investissait dans l'entreprise. OK. Fait qu'on pouvait... Première paye que j'ai eue, j'avais 17 employés. Puis c'était 100$ par semaine. T'es sérieux? Je suis très sérieux, ouais. Wow! Ouais. Mais vous aviez choisi de croire dans la vision, d'embaucher du monde pour pouvoir aller chercher plus de contrats. Exact. Puis payer les employés avant de vous payer. C'est puis, ça. Puis pas s'endetter, puis de croire de cette façon-là. T'sais, on n'avait jamais fait ce type d'entreprise-là. Donc, on apprenait beaucoup. Là. Ouais. Fait que, en refaire une aujourd'hui comme ça, ce serait pas la même chose. Mais on prenait les meilleures décisions avec les données qu'on avait. Ouais. Fait que 7 à 10 ans de démarrage, travailler vraiment énormément, 80-100 heures par semaine. Puis ensuite, c'est quoi la deuxième phase que tu as vécue? Ouais, mais c'est là pas long. Okay. On a eu des phases de croissance. Tu te bats pour garder tes marges, tu achètes de l'équipement, le cash flow. Ça c'est pour moi un peu business as usual, là, parce que c'est en croissance constante. Mais le bout plus tough, ça a été dernièrement quand, en tant que PDG, j'ai comme pogné mon cut-off à 40 employés environ, d'être le seul directeur. OK. Puis là... tout dépendait de toi? Tout dépendait de moi, puis je le savais pas. J'avais pas vécu ça dans une autre entreprise. Donc, j'avais une équipe de directeurs à côté de moi, mais c'était tous des gens que j'avais, qui étaient un bon technicien, puis il vient avec moi, un bon chargé de projet, il vient avec moi, puis on a fait un super job ensemble, mais j'étais encore aux commandes pour tous ces postes-là. C'était toi, au final, qui avait le dernier mot s'il y avait quelque chose. C'est ça. J'avais toujours comme des questions où il fallait que je décide. Donc, là, j'ai fait une équipe de direction il y a 3 ans. Puis, ça n'a pas fonctionné. Je m'y suis mal pris. J'ai peut-être mal accompagné ces personnes-là. J'ai peut-être mal délégué. Puis, ça nous a coûté énormément d'argent. Ça a été des nuits blanches à se demander comment on va faire pour renverser la vapeur. Puis, s'en sortir. Puis... Ouais, exactement. Fait que la première fois que tu as monté une équipe de direction, tu as fail. Ouais. Gros impact financier, gros impact sur le cash flow, ça crée de la frustration pour tout le monde là-dedans. Ouais. Deuxième expérience, donc vous auriez pu choisir à ce moment-là d'arrêter là. Il y en a qui font ça. Mais le bout, puis je suis pas allé là, mais le bout qui était le plus tough là-dedans, c'était humainement. D'avoir partagé puis travaillé fort avec tous mes directeurs qui n'en étaient pas vraiment, mais dans le sens qu'il n'y avait pas la description de tâches reliée à de la direction. Fait que là, du jour au lendemain, tu te rends compte c'est quoi un directeur, puis là, je donne quelque chose, je n'entends plus parler, ça se fait, prendre des décisions, ça fonctionne, puis là, t'es comme, OK, là, j'ai fait une gaffe, là. Tous mes chums avec qui je travaille, toute ma clique, il faut que je démolisse ça un peu, là. Pour pouvoir aller plus loin. Puis c'est pour le bien de l'entreprise. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça tout seul. Fait que, au final, là, on a fait tous ces changements-là. C'était pas facile du tout. Là. T'as des gens qui travaillent pour toi une dizaine d'années, 12 ans, puis qui pleurent dans tes bras puis qui comprennent pas ce qui se passe. T'essaies de leur expliquer ce qui se passe, puis mais ça fonctionne pas. C'est toujours fort. C'est toujours difficile la gestion du changement dans une entreprise. Ouais, puis quand tu pognes ton 2 minutes, là, tu sais, que t'es comme, oh, je suis plus en contrôle, en tant que t'es dans ton poste, mais l'entreprise grandit tellement vite que toi, t'es plus à la hauteur. Mais là, c'est comme, oh shit, qu'est-ce que je fais, tu sais, puis t'essayes, puis c'est des gens super vaillants, là, tu sais, qui ont fait les bouts, là, de travailler 80-100 heures avec moi, là. Fait, puis là, après ça, mais t'essayes de les pousser à s'améliorer ou comprendre, ou, tu sais, mais ces gens-là, il faut qu'ils fassent le chemin eux-mêmes, tu sais. Oui, c'est ça. Tu peux pas le faire à leur place. Non, exact. Tu peux les accompagner, mais il faut qu'ils s'impliquent là-dedans. C'est ça. Fait que ça a été vraiment un bout très tough dans les derniers temps. Oui. Puis il y a de la famille là-dedans. Tu as des gens que, comme je te dis, ça fait longtemps que tu connais. Oui. Puis le deuxième essai, donc là, tu as essayé de monter l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Là, ça crée de la frustration à l'interne en plus parce que là, tout ce beau monde-là, ils ont eu des nouveaux boss, puis les nouveaux boss ont quitté par la suite. Qu'est-ce que tu as fait ensuite de différent pour que ça se fonctionne la deuxième fois, ton embauche de poste de direction? Oui. Là,
l'équipe de direction est solide. Elle n'est pas complétée encore, tu sais, parce qu'on a eu d'autres changements, tu sais, à l'interne. Puis là, mais tu sais, ce qui est plate, c'est que tu perds beaucoup de joueurs du départ à cause d'une amertume qui se crée, tu sais. Fait que c'est comme... Mais c'est pas bon pour l'entreprise, ça non plus. Puis tu sais, t'essayes d'embarquer les gens. C'est ma job, tu sais, au final, tu sais. Donc, quand c'est ta job, là, tu vois les gens, des fois, qui se démobilisent à cause d'une trop grande souffrance dans ce process-là. Puis des fois, tu te dis, j'aurais peut-être juste dû régler ça autrement pour pas qu'ils souffrent. Ouais. Fait que... Puis, ta deuxième série d'embauche, je suis curieux de voir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'il y a bien des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont essayé d'embaucher des postes clés, des gens pour justement sortir des opérations. Ça n'a pas fonctionné, soit qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, soit que c'était pas clair, soit qu'ils ont moins bien délégué. Après ta première expérience, qu'est-ce que tu as appris de ça, puis qu'est-ce que tu as ajusté par la suite? Moi, j'étais beaucoup, quand j'embauchais quelqu'un, impressionné par qu'est-ce qu'il avait fait. OK. T'sais, moi, j'embauchais, wow, t'as fait ça, c'est complètement fou, bravo. Puis là, oui, j'ai goût de travailler avec toi. Maintenant, c'est comment ils l'ont fait. Comment ils ont réussi à arriver à l'objectif qu'ils se sont fixés, puis aussi d'embaucher selon mes valeurs, la vibe avec la personne. Je m'assure que ça continue d'être dans le plaisir. On a parti ça des années passées, 15 ans passés, une petite bière, le soir, la fin de semaine, pas payé pendant 7 ans. Si t'as pas de fun, tu fais pas ça. C'est sûr. C'est comme, il faut que ça continue d'être plaisant. Là. Donc, puis ça, pour la petite histoire, une autre phase qui était vraiment difficile, c'est, à un moment donné, j'arrive, puis ça faisait 7-8 ans que l'entreprise roulait. Puis j'arrive un matin, puis je suis comme, tu le files plus, là. Tu te dis, je comprends pas. Je suis désaligné, j'ai pas le goût d'être là. J'en parle avec mes frères, puis comprenez-vous, mettons, qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'sais, ça va, vous autres? Là, ouais, quand même, là. C'est tough, on travaille fort, OK. Mais je me sens, je reconnais plus l'entreprise, t'sais. Puis là, j'ai parlé avec un consultant. OK. Puis on n'avait pas de mission, vision, valeur. On n'avait rien de ça à ce moment-là. On n'avait rien de ça, parce que ça avait parti en fou, là, dans une espèce d'aventure un peu folle. Une hyper-croissance, ou une croissance importante. C'est ça. Tu fais juste essayer de manœuvrer puis de naviguer là-dedans. C'est ça, tu sais. Fait qu'on mettait plein de briques une par-dessus l'autre. Puis là, ça donnait une espèce de tour chambranlante. Il n'y avait pas de fondation. Il n'y avait pas de fondation. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, mission, vision, valeur. On fait ça, mais surtout les valeurs. Tu sais, tu te rends compte que tu faisais ça pour le plaisir, puis j'ai plus de plaisir. Pourquoi? Parce que les gens me ressemblent pas. Parce que les gens, ils sont pas contents de quelque chose, ils donnent un coup de pied dans une poubelle. Tu sais, c'est loin d'être dans notre mindset. Tu sais, dans le sens, nous autres, nos clients, c'est de l'art. Tu sais, service à la clientèle impeccable. Tu sais, c'est super important de shiner devant eux, pour eux. Tu sais, donc, il n'y en a pas de frustration. Il y a des défis, il y a des enjeux. Puis notre monde de sur-mesure est un monde de solutions, parce que sinon, ça fonctionnera jamais. Si tu commences à chialer parce qu'il y a un problème, tu n'es pas dans le bon business, d'après moi. Exact. Fait que, on a mis les valeurs, on a mis la mission, la vision, descendu toutes ces briques-là, puis là, on a commencé à mettre du mortier, on a rebâti au complet, puis on a eu... L'équipe a tout changé pendant ce temps-là, ou presque? Je pense qu'il restait 2 personnes sur 17, maintenant. Ouais. Ce qui est normal, by the way. Hein? Des fois, les entrepreneurs en croissance, ils se disent c'est-tu normal que j'aie autant de roulements, puis tout ça, mais quand tu vis de la croissance, quelqu'un me dit, tu sais, les gens qui t'ont amené où ce que tu es rendu, Olivier, c'est pas nécessairement ceux-là qui vont t'aider au prochain palier. Parce que chaque phase, chaque développement nécessite une expertise ou une expérience ou des personnes différentes. Il faut l'accepter, ça, ce qui est pas nécessairement évident, parce que il y a bien des fois qu'on apprécie ces personnes-là malgré tout. T'sais. C'est triste, puis c'est beau du côté de l'entreprise, de voir que l'entreprise se développe. T'sais, moi, depuis le début, je disais à mes frères, la journée que je suis plus le bon président, tassez-moi. Laissez-moi pas m'embourber là-dedans. Là. Ça sert à rien. C'est Jack World qui va souffrir. L'important, c'est que l'entreprise survive et prospère. Si je suis encore capable de la honner, puis vous me voyez, je suis encore au bat avec, ben, on continue, puis c'est parfait, mais cognez-moi sur l'épaule là, si jamais je suis plus là. Puis, quelles sont les valeurs de l'entreprise, finalement, qui ont été établies avec tes frères? Le plaisir, en premier, là, parce que, comme je te disais, on ne peut pas faire ça sans plaisir. Il faut être rigoureux.
pour arriver à avoir un produit de qualité, chaque étape doit être faite avec rigueur. Une qui a changé, au début, c'était la famille. OK. Mais on l'a changé par équipe. Parce que une famille, c'est de l'amour inconditionnel. Mais une équipe, c'est de l'amour de performance, c'est de l'amour de tout le monde a son rôle. Puis, tu sais, On est là pour gagner. on est là pour puis gagner, exactement. C'est quelqu'un qui est blessé, désolé, ça. mais on va peut-être le laisser de côté. Dans une Ouais. famille, on fait pas ça. Exactement. Ouais. Tu sais, c'est comme si... T'es pas d'accord T'sais, avec le concept qu'une entreprise, c'est une famille? Non. Parce que c'est souvent des choses qu'on entend. Puis c'est beau, tu sais, c'est un bel idéal, je trouve. Par contre, c'est pas réaliste. c'est pas réaliste parce que ça va rester... si la famille reste la même, tu sais, peut-être que la famille peut tout se développer en même temps, puis, tu sais, vivre Dans une belle des croissance. rares cas d'exception, Exactement. ça peut arriver, mais c'est rare. Exactement. Tu sais, fait que quand tu veux que ton entreprise se développe, ben, tu sais, si tu veux passer de 10 millions à 50 millions de chiffre d'affaires, ben, tu peux pas prendre un gars qui a vendu des boats pour 500 000 par année pour t'amener là, tu sais. Ou peut-être, mais tu vas être chanceux, tu sais. Ouais, Puis c'est ça. il y en a pas beaucoup de chance là-dedans, là. Fait que c'est... Je suis curieux de savoir ta relation avec tes frères. Entre autres, tu parlais, tu as rencontré un consultant, de ce que je comprends, Ouais. c'était ton initiative. Ouais. Là, tu as réalisé qu'il fallait que vous vous rassoyiez les trois ensemble pour établir vos valeurs, la mission et tout ça. Puis, c'est le genre de discussion, des fois, qui peut amener des frictions entre associés ou Ouais. entre frères. Comment, tu sais, t'es arrivé un matin, me semble, je file pas les boys, puis nous autres, ça va bien, puis je me sens déconnecté, vous autres, c'est beau, puis là, finalement, un peu après, il faudrait refaire notre mission, puis pas refaire, écrire notre mission, nos valeurs. Comment c'était accepté par tes partenaires, tes frères, qui sont tes frères? Ça, honnêtement, ils m'ont toujours laissé cette latitude-là. OK, tu sais, fait que ce bout-là a super bien été, mais tu me fais penser à d'autres enjeux qu'on a vécu dans notre groupe d'entrepreneurs dernièrement, tu sais, que justement, tu sais, la bonne personne à la bonne place, mon frère, il a tout donné pour être directeur de production. Puis finalement, il est tombé en burn-out tellement que c'était tough pour lui. Là, ça grandit, mais tu sais, c'est un ébéniste. Donc, tu sais, puis je l'aime d'amour. Puis là, tu le vois se trucider avec ça. Puis il tombe au combat. Puis là, tu prends sa place. Mais quand il revient, tu fais quoi? Tu le remets là pour qu'il continue. On a pleuré ensemble parce qu'on sait pas... Tu sais, faut que tu trouves une place. Puis là, quand tu reviens, tu vois ton frère que t'aimes d'amour, puis il retrouve plus vraiment une place dans l'entreprise. Il se cherche, puis là, tu le vois souffrir. Là, puis t'essayes. Mais ça vient comme avec tout le monde. Il faut que ça vienne de lui. Puis ça a pris un peu de temps. C'est venu de lui. Puis là, il est bien, puis il se développe, puis il apprend plein de nouvelles choses. Fait que ça, c'est vraiment cool, parce que trouver sa place, mais je te dis, c'était vraiment triste. Ça. C'est quoi les autres challenges que tu as vécu avec tes frères comme partner? Y a-tu des périodes plus difficiles ou des sujets de discussion qui ont été challengeants ou des moments où c'était difficile d'un point de vue relationnel avec eux autres? Je te dirais que c'est pas tant que ça, dans le sens, on a vraiment on est des bons vivants. On a un groupe on est une famille soudée. Même si je sais que mon frère m'en a voulu beaucoup pendant cette période-là, on finissait par se parler pareil. On était dans les mêmes parties de famille. Fait que je voyais qu'il y avait quelque chose, mais on faisait notre job de frère pareil. Fait que ça nous a toujours tenus proches. La famille est unie. Puis c'est super important. Puis il y a eu des moments pendant ce temps-là que, en voyant la problématique, mon frère qui était moins impliqué là-dedans, parce que moi je suis le décideur, l'autre il subit. Lui était comme, écoute, on a juste à tout vendre ça. Là. on va pas commencer à scraper notre famille. À scraper notre famille, puis à commencer à se dire qu'il n'y a plus rien qui marche parce que une business, on vend celle-là, puis c'est tout. Ça a été une bonne règle, les gars. C'était un peu ça son discours. Fait que ça a été jusqu'à se dire, on continue dessus. Mais juste par circonstance que on voit un des nôtres souffrir, tu sais. Puis veux pas, je me suis... Ça doit être dur parce que c'est tes frères, ultimement. C'est pas juste des partenaires. Ouais, non, c'est ça. C'est très dur. Puis, tu sais, ces 2 années-là, moi, je me suis fait frapper dessus, là, pendant 2 ans, là, de
énorme perte financière dans la première équipe de direction. Tu sors de là complètement amoché, là, pas juste l'entreprise, là, le CEO aussi. Là, puis tu es obligé de rester debout. Puis c'est l'année que mon frère est tombé au combat, puis j'avais pas d'argent pour engager un autre directeur. Fait que j'ai fait la direction de production en même temps. Fait que c'est comme, OK, là, OK, Mike, let's go. Faut que tu fasses ce que tu as à faire. Là, puis comment tu as vécu ça, cette période-là? D'un point de vue personnel, toi comme personne, là, comme homme, là, parce que là-dedans, ben, tu gères ta vie personnelle, les enfants, les conflits familiaux un peu là-dedans. Puis là, tu dois te sentir mal parce que tu as échoué, mettons, avec ton équipe de direction, puis là, les finances de la business sont dans le trouble. Puis là, ben, ça touche pas juste toi, ça touche évidemment la sécurité des familles que tu emploies, mais aussi tes deux frères que t'aimes d'amour. Comment toi, t'as passé au travers de ça? Ben, t'es stressé, tu te sens un peu pas en échec, là, parce que je croyais au projet, puis je voyais que j'allais m'en sortir, j'avais des solutions, je travaillais fort en production pour amener une meilleure productivité, puis de réussir à faire des meilleures marges, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais le mindset global, mais tu sais, au final, c'est... Tu sais, quand t'es en haut, là, plus que ça grandit une entreprise, c'est un peu la même image que monter une montagne, tu sais. Puis plus que tu montes, moins il y a de monde, plus qu'ils vendent, plus qu'il fait fret, plus que c'est tough, plus que tes jambes sont brûlées. Fait que tu sais, là, j'étais dans un mode où c'était hostile, là. Il y avait beaucoup de choses, mais tu sais... Il n'y avait pas grand monde autour de toi, là. Non, tu sais, j'avais même plus ma base, tu sais. Fait que là, ben, c'est niaiseux, mais c'est du développement personnel, tu sais, c'est comme, tu lis sur le mindset, tu sais, puis ça m'a apporté énormément, cette période-là, là, parce que tu réussis à te regrander sur qu'est-ce qui est important, tu sais, tu parles à tes enfants, puis, tu sais, eux autres, ils t'aiment d'amour inconditionnel, puis tu rentres... Non, je suis pas prêt, ça va aller, puis... c'est ça, puis tu sais, ou ils te parlent même pas de ça, parce que tu sais, je parle pas tant de business à la maison. Okay. Je reviens chez nous, puis j'essaie que ça soit léger, puis tu sais, des fois, ça fait que je suis trop dans ma tête, tu sais, fait que c'est un peu l'effet inverse. Mais au final, tu sais, j'essaie de garder ça, un esprit de famille, puis on fait des choses de famille, tu sais, pas nécessairement toujours parler business, là. Mais ouais, fait que c'est ça, mais ça m'a amené dans le développement personnel, de lire sur le mindset, sur la pensée créatrice, puis tu sais, toutes ces choses-là que tu fais comme, OK, ouais, tout est dans le positivisme, tu sais. Fait que tu es allé chercher des ressources. Ouais. Principalement des livres. Tu n'écoutais pas de podcast que tu me disais vraiment. Non, c'est ça. Donc, surtout des livres. Tu as fait des formations, du coaching. Ouais, ben évidemment, j'ai vu une psy, tu sais, mais surtout des livres, tu sais. C'est vraiment... j'avais vu une couple de vidéos d'entrepreneuriat qui parlait de certains livres, puis là, j'étais comme, OK, ouais, je vais lire ça, puis là, un livre t'amène à un autre, puis aussi, ben, pendant que tu lis, ben, tu décroches, tu sais, tu penses à d'autres choses, fait que, tout ce bout-là m'a beaucoup aidé, là. Très cool. Mais sinon, le bout de tout seul en haut de la montagne, elle t'a demandé, je suis à la bonne place, puis tu sais, puis en plus, toute mon équipe démobilisée, tu sais, tout en même temps, là, l'équipe est démobilisée. Mon frère, il est en burn-out. Mon autre frère, c'est important que ça va, man. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon équipe de direction, que ça va mal, que j'ai des coups au corps à longueur de journée. Fait que, ouais, c'est une bonne question, comment j'ai vécu ça. Tu continues d'avancer. T'es un entrepreneur, c'est ça. Faut juste pas te regarder à l'arrière, tu regardes à l'avant, tu fonces. Pas pour être vulgaire, mais moi, j'ai souvent dit dans ma tête, ta gueule, Mike, là. Tu sais, genre, le gars qui est comme, hey, ça n'a plus de bon sens. Non, ta gueule, on continue, t'as pas le choix. Tu traînes ta famille, tu veux réussir. Là, ben, c'est un mindset de résilience puis de winner. Là. Exact. Puis, je me trompe-tu, dans ton esprit, l'échec n'était pas une option? Ouais. T'as-tu pensé à l'échec? T'as-tu pensé à un moment donné lâcher la serviette puis juste dire fuck off? Non. On ferme ça. Non. Moi, c'est comme un problème, une solution, un problème, une solution. Mais tu sais, de demander, l'énergie est moins là. L'énergie est moins là. Tu sais, que si elle est un peu plus smooth, là. J'en ai pleuré. Ouais. À ce moment-là, là, pour juste de gens, c'est tellement de stock en même temps que j'ai fini par pleurer tout seul chez nous à me dire, calvaire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est par où je commence, tu sais, qui sait que. Puis surtout, c'est de l'humain, là. Tu sais, c'est comme des gens que j'aime qui sont fâchés à cause de l'entreprise, des changements, mais de moi, ultimement,
C'est moi le Tu prends une CEO, décision. là. Puis, y a-tu une action qui a renversé la vapeur ou c'est une série d'actions puis de décisions que tu vois qui t'ont permis de te sortir de là? Parce que si t'es aujourd'hui avec moi, Ouais. si t'es là avec moi Ouais. aujourd'hui, c'est parce que t'as passé au travers de ça, puis maintenant la business, elle va beaucoup mieux, puis il y a eu un paquet de changements qui ont été mis en place. Mais si tu te remets dans cette période-là, y a-tu une action ou c'est une série de... Ben, il y a une action principale qui a été vraiment bonne pour nous autres, pour l'entreprise, puis ça a été de mettre en place la méthode iOS Traction de Gino Wickman. Là, tu sais que ça nous a donné un genre de corde directrice avec plein de principes que tu appliques, puis que tu fais comme, OK, ouais, ça marche, c'est comme le right people, right seat, qui fait que tu le vois, là, une fois que tu as comme compris ce principe-là, quand quelqu'un a de la misère à faire son poste, il est juste pas bien. Là. Puis il est pas bien lui-même. Fait que c'est comme... C'est y enlever ses souffrances à lui aussi, là, de régler ça, là, soit avec un plan de redressement ou si c'est trop loin, mais c'est un autre... Tu trouves un autre siège. C'est ça, exactement. Fait que tout ça, ça a changé, là, parce que là, ben, chaque fois que tu passes par un département puis tu le règles, ben, tout va bien puis t'en entends plus parler, à part juste du bonheur, là, tu sais. Ben oui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes le parcours des 15 dernières années? Ben, je pense que ça revient à que moi puis mes frères, on est encore des frères, là, tu sais. Qu'on s'aime encore puis qu'on a passé à travers ça, là. Ouais. Parce que souvent, c'est les commentaires des gens qui sont en affaires. Ah ouais, tu travailles avec tes frères Calvaire, ça doit être tough. Non. T'sais, on a eu cette période-là. On a eu des bouts tough, c'est normal. Ça. Mais au final, c'est quand je dis le principe d'équipe, comme une équipe de foot, là, ton jeu il est préétabli. Fait que il faut que le gars il fasse son bloc pour que tu puisses passer avec le ballon. S'il le fait pas, ben, tu te fais rentrer dedans, tu tombes à terre. Mais nous autres, on est une petite équipe de foot de 3 gars qui n'a même pas besoin de se parler. On est tellement intuitifs ensemble qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Fait que, ça s'est bâti de même, Jack World, tu sais. Puis là, ben, c'est rendu une plus grosse équipe. On a besoin d'avoir des jeux puis que tout le monde soit briefé, là. Mais tu sais, fait que, ouais, d'être encore avec mes frères puis d'être... tu sais, on a fêté Noël ensemble. C'est bon. Ouais. C'est très bon, ça. Très cool. Puis, si tu avais un conseil que tu aurais aimé avoir avant de commencer ce ride-là ou au travers de ce ride-là que tu pourrais peut-être partager à quelqu'un qui nous écoute, une leçon là, pour toi qui a été marquante dans ton parcours des 15 dernières années, ouais. C'est quoi? C'est drôle parce que tu me demandes ça, puis là, je viens d'avoir un flash, puis je l'ai même pas mis en pratique, cette leçon-là. Là. Mais c'est d'avoir un mentor. Je pense que j'aurais vraiment eu beaucoup de bons conseils qui m'auraient pas amené dans plein de pièges que j'ai vécu. Tu sais, moi, comme, c'est quoi un directeur, tu sais? C'est comme, tu sais, on est ici dans le club Avego, puis on fait les masterminds, puis là, on brainstorm sur plein de choses, puis tu sais, tout le monde est au niveau, là, tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir eu quelqu'un que tu dis, OK, je le rencontre une fois par mois, j'y parle de mes enjeux, puis il m'aurait aiguillé, là. Tu sais, ça aurait été bien plus vite. C'est clair, hein. Fait que, tu sais, t'aurais évité des erreurs. Ouais, je conseillerais ça à tout le monde, puis il faudrait que je le mette en pratique, tu sais, que j'arrête de me poser cette question-là. Là, ben, je pense que tu l'as mis en pratique en joignant Avego aussi. Là. Ouais, exact. Me trompes-tu? Tu sais, c'est pas un service de mentorat, mais en même temps, tu arrives dans une gang où c'est tous des gens inspirants qui peuvent tous être des mentors à leur façon. Là. C'est ça, on parle tous le même langage, donc des défis, puis c'est surtout dans la force du groupe, là, l'esprit collectif que tu fais comme, OK, j'ai cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je l'ai vécu, j'ai fait ça, fait que c'est drôle ça. Là, c'est ça que tu es venu chercher un peu en joignant Avego, d'aller trouver des gens justement qui pouvaient être des mentors ou de conseiller dans des enjeux ou des situations que tu vivais? Oui, exact, de discuter. Tu sais, on est dans le spot tantôt, puis tout ce qu'on fait, c'est on parle d'acquisition, de business, de due diligence, tu sais, ah ouais, j'aurais dû faire ça comme ça, tu sais, puis on est tous des passionnés, là. Fait que, tu sais, on est tous comme, let's go, on veut en faire, nous, on vient d'acquérir notre groupe, une entreprise, puis tu sais, ben, je fais le contraire, là, j'ai engagé un vrai directeur en partant, puis il va monter son équipe, tu sais, au lieu de faire le contraire, puis, fait que, tu sais, on apprend. C'est clair. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, ou qu'est-ce qui t'a surpris le plus en fin de semaine, parce que c'était ta première retraite avec nous autres? Moi, tu sais, à part succès, là, tu sais, dans le sens ça, on s'entend que... Qu'est-ce que tu veux dire, succès? Ben, succès, tu sais, tout le monde ici a du succès.
Okay. Dans le sens que ça, tu filtres ton monde. Ah oui. Fait que c'est un peu... Okay, tu le vois assez vite que oui, tout le monde est ça, c'est cool. coche. Ouais. Mais si j'ai un mot puis qui me revient à toutes les fois, toutes les conversations, c'est humilité. C'est de voir tout le monde on parle avec n'importe qui, puis tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. Là. On est tous en même place, on est là pour discuter d'enjeux, souvent de mindset, souvent de comment on va y arriver, mais t'es-tu dans le bon mindset, t'es-tu aligné? Ça revient souvent là, dans nos discussions. Ouais, fait que, tout à fait. Ça, c'est très cool. Ah ouais. Fait que, ouais. D'avoir du monde qui sont humbles puis qui se prennent pas pour d'autres malgré tout leur succès, justement. Exactement, puis c'est ça qui fait que tu peux continuer de grandir, tu sais. Parce que si tu vois pas tes problèmes puis tu les acceptes pas, ben, tu peux pas les régler. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Parce que moi, je pense que tu es encore loin de ton plein potentiel. Ah ouais, c'est bâti toute une solide business. Ouais. Là, tu commences les acquisitions. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu vois pour la suite, pour les prochaines années? Ben, tu sais, on a eu une formation hier d'une fiscaliste, puis elle parlait d'un family office. Oui. Puis moi, on s'entend, c'est une famille, là, mes frères. Fait que là, je suis comme, oh! On est ouais, c'est ça, de créer un family office avec le temps pour pouvoir servir nos entreprises, puis de se dire, OK, on est en mode acquisition, on veut faire des intégrations, tu sais, puis je pense que j'ai cette force-là de faire ça, tu sais, donc, tu sais, puis de bien m'entourer pour que ça soit plus facile encore, pour qu'on peut aller plus loin, plus vite. Ouais. Ben, je pense que c'est ça qu'on pourrait me souhaiter, tu sais, puis de faire ça dans le bonheur, that's it. Très cool. Michael, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Vraiment inspirant, tout qu'un parcours, puis c'est le fun de voir que tu as réussi à bâtir ce business avec tes frères. Puis aujourd'hui, tu as une référence dans ton domaine, puis d'avoir gardé la tête haute malgré des périodes plus difficiles. Puis, Good. Yes. Fait que j'ai hâte de voir des projets que tu as faits. Ouais. Y a-t-il des projets qu'on peut voir dans la région de Montréal que vous avez fait? Oui, ben un projet que ça fait longtemps qu'on a fabriqué. Il y a une histoire folle derrière ça aussi, tu sais. Mais c'est au coin René Lévesque puis Beaver Hall, il y a la maison olympique canadienne avec une flamme olympique en stainless. Là. On a fait ça avec Générique Design dans le temps. Ça fait plusieurs années. Donc ça. Sinon, il y a un building là, sur de la Gauchetière qu'on a fait un intérieur avec Moment Factory, avec des lustres qui ont pas de bon sens. C'est chimérien, ça a comme 3 lustres de 60 pieds par 80 pieds. Avec, c'est vraiment un projet d'envergure, là. C'est quelque chose de beau. Puis tu sais, on a plein au quartier des spectacles, des œuvres d'art interactives qu'on a fabriquées. Il y en a même qu'on a investi dedans, qui se promènent partout dans le monde puis qu'on va installer à gauche, à droite, là, tu sais. Fait que, il y a ça, on est dans un projet avec Supply and Demand, un studio de création à Montréal, puis c'est une expérience immersive pour Minecraft. Fait que ça, c'est un gros projet pour nous en ce moment. On installe un peu partout dans le monde aussi. C'est malade. Hein? Ouais, c'est fou. Très cool. Mais oui, parce que quand tu tombes sur des affaires de même, tu sais pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de ça. Ouais. Jusqu'à temps que quelqu'un comme toi puisse la concrétiser puis la mettre disponible pour que les gens puissent vivre l'expérience. Puis, exact. Très cool. Merci, mon cher. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et si oui, envoyez l'épisode, partagez-le et envoyez-nous vos commentaires sur YouTube. Et ça va nous faire plaisir toujours de vous lire. Et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Merci.